Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien, que la semaine se passe bien. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a fait au dernier cours, c'est-à-dire le chapitre 9. Donc encore là, ça va être un cours magistral. J'ai pas mis de nouveaux exercices parce qu'on va juste continuer avec le code qu'on avait la dernière fois. Donc si vous voulez avoir les updates, vous pouvez faire un pull. Je viens de commit quelque chose. Dans le fond, j'ai mis à jour le README qui va nous aider à faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ce qu'on n'avait pas pu voir la dernière fois, c'était la documentation. On n'a pas parlé de la gestion de la mémoire et on n'a pas parlé de Git ni du profilage. Euh, Honnêtement, c'est pas ce qui est le plus pertinent pour vous en ce moment. Lisez-les dans les slides, mais sachez que c'est normal que vous n'en fassiez pas par vous-même tout plein d'ici la fin de la session. Juste sachez que, par exemple, bon, Git, vous commencez à être habitué minimalement, ou en tout cas vous devriez. On n'est pas dans un cours où on vous montre explicitement à vous servir de Git. Donc, vous êtes capable de faire des choses de base. Je sais que vous êtes capable de faire des commits, de faire des push, des pulls, tout ça, ça va. Donc, les trucs de base. Ensuite, comment faire des branches, comment faire plusieurs personnes qui travaillent en même temps sur un code pour ensuite mettre ça ensemble, faire les merges. Vous n'êtes pas obligé de savoir ça tout de suite. Vous allez faire du Git en projet 1 et vous allez en faire énormément en projet 2. En fait, en projet 1, vous allez être évalué sur votre Git. Donc, on va vous le montrer un petit peu plus en détail. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas passé trop de temps sur Git parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire là-dessus, autre que expérimenter avec l'outil, puis quand vous avez un problème, Google est votre ami. Ensuite, le temps d'exécution, le profilage. La seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est n'oubliez pas qu'il y a un module time en Python que vous pouvez utiliser. Donc, c'est pas mal ça qu'on va utiliser de temps à autre si on a besoin de timer des affaires. Pas nécessairement pour des questions de performance, mais juste en général quand on a besoin de savoir le temps qui s'est écoulé entre deux événements ou pour des raisons X. Habituellement, on va utiliser le module time. Donc, quand vous en avez besoin, encore là, recherche rapide sur Internet, vous trouvez la réponse. Pour le profilage, sachez qu'il y a moyen de savoir combien de temps a pris une chose, combien de temps a pris un programme, combien de nombre d'appels qu'il y a eu. Je vous dirais que ce que vous avez besoin de savoir se limite à ce qui est écrit sur ces slides-là. Le profilage à votre niveau, c'est peut-être un peu trop avancé. C'est vraiment pas ça dont vous allez avoir de besoin. Ce qui va vous servir le plus, c'est de débugger. Profiler, c'est une fois qu'on a un code qui fonctionne, pour savoir combien de temps les choses prennent, on va profiler, mais encore là, le bon vieux débuggeur à votre niveau est très suffisant. Fait que faites juste lire ce qu'il y a sur ces slides-là. S'il y a des questions là-dessus à l'examen, ça ne va pas être des questions qui sortent énormément du cadre du texte qui a écrit là-dessus. Puis étant donné que vous avez droit aux notes pendant l'examen, ça ne va pas être particulièrement difficile. Fait, comme je vous dis, le profilage à votre niveau, pas la chose la plus pertinente, mais je veux que vous soyez conscient que ça existe. Ensuite, le garbage collector, ça vous allez le comprendre un peu plus en détail quand vous allez arriver dans le cours INF 1015, donc le cours où ça va être en C++. Étant donné que ça va être en C++, qui est donc un langage natif, vous allez devoir dealer avec la mémoire, avec les adresses, les pointeurs et tout ce qui va avec. Fait qu'en ce moment, on ne s'est pas trop posé la question de quand j'écris du code en Python, les valeurs qui sont dans mes variables, elles se retrouvent où? Parce que c'est pas super nécessaire. On essaye de juste vous montrer à programmer, puis ensuite vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe sur la machine. Vous allez faire votre cours INF 1600, dans lequel vous allez apprendre l'assembleur. Vous allez voir que la session prochaine, il y a bien des choses qui vont se mettre ensemble juste à cause que vous allez comprendre un peu plus comment la machine fonctionne. Fait que pour l'instant, comprenez que quand vous assignez des valeurs à des variables en Python, ou quand vous retournez les valeurs, quand vous les échangez, etc., les variables ne s'en vont pas dans le néant. Éventuellement, les valeurs, quand elles ne sont plus nécessaires, donc imaginons que j'ai une string et que je réaffecte une valeur à ma string, parce qu'on se rappelle que les strings, c'est un type qui est immuable, donc on ne peut pas changer sa valeur. Ce qu'on peut, c'est changer vers quelle string la variable référence.
Donc, quand on change la référence de string, par exemple, d'une variable, ben, la référence qui était là avant, si elle ne sert plus à rien, c'est de la mémoire qui pourrait être libérée. Donc, chaque chose qu'on met dans nos variables, ça prend de la mémoire. Fait que faites juste savoir qu'en Python, il y a un ramasse-miettes, un garbage collector qui travaille derrière le rideau, qui va automatiquement libérer la mémoire des choses qui n'ont plus besoin d'exister. Fait que par exemple, si j'ai réaffecté une string à une variable et que la référence qui était là avant ne sert plus à rien, elle va éventuellement se faire libérer. Au-delà de ça, encore là, à votre niveau, pas super pertinent de savoir comment le garbage collector fonctionne et surtout comment le modifier. C'est pas ça que vous allez faire d'ici la fin de la session. Une question, par contre, qu'on pourrait vous demander, c'est si je réaffecte une string à une variable, qu'est-ce qui arrive avec la ressource qui était là avant? Ben là, votre compréhension n'a pas besoin d'aller bien plus loin que le garbage collector va la libérer essentiellement quand ça va y tenter. Le garbage collector de Python est quand même assez déterministe. Je parle du point de vue du programmeur. Tous les trucs sont déterministes. C'est rien qui est random, mais c'est un peu plus facile de savoir quand ça va se passer avec le garbage collector de Python, mais faites juste vous dire que les choses se font libérer quand ça y tente et quand ça peut l'être. Au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Global Interpreter Lock, ça se peut que vous soyez confus en lisant ça. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'au sein d'un même script, il y a une seule chose qui roule à la fois. Puis que si on a l'impression qu'il y a deux choses qui roulent en même temps, par exemple avec des threads, c'est en réalité parce qu'il y en a un qui s'arrête pour que l'autre s'exécute. Encore là, les concepts de parallélisation, d'exécution, vous allez voir ça en deuxième année. Faites-vous-en pas. Je vais pas. Si j'en fais dans mes exemples à la fin de la session, je vais m'arranger pour que ce soit très transparent et que ce ne soit pas des choses que vous ayez besoin de gérer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler de la documentation. Donc, c'était la partie des notes de cours qui manquait la dernière fois. Parce que depuis le début de la session, des fois, on écrit des commentaires quand on veut que quelque chose devienne plus clair, ou je vous mets des to-do dans un code, des trucs comme ça. Dans vos TP, peut-être que vous avez mis des commentaires. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à mettre vos docstrings en TP. Mais aujourd'hui, on va voir c'est quoi les bonnes pratiques par rapport à ça et surtout comment générer de la documentation à partir d'un code qui est documenté. Parce que le code, on va mettre notre documentation directement dans le code source pour que la doc soit à la même place que le code. Donc, si j'ouvre le code d'une fonction, j'ai la doc à cet endroit-là, mais je peux aussi générer une page web, un peu comme la documentation de Python que vous trouvez sur Internet, qui donne les paramètres, puis leur signification et qu'est-ce qu'ils attendent, etc. Fait que ça, c'est ce qu'on va faire probablement pour les prochaines 30-40 minutes, quelque chose de même, mettons la moitié de la période. Ensuite, on va retourner dans les tests unitaires parce que je veux vous donner, même si mon but, c'est pas de vous donner un cours de test unitaire, comme je vous dis, vous allez les voir plus tard, je veux quand même vous donner quelques pistes, quelques trucs très généraux sur comment écrire des tests qui ont moyennement de l'allure. Fait que ça va être ça le plan pour aujourd'hui, encore là très magistral. On continue dans le code qu'on avait la dernière fois. Donc, si vous regardez, si vous faites un pull, en fait, du repo d'exemple qu'on a commencé la dernière fois, vous allez remarquer que j'ai rajouté ici un petit tutoriel dans la section documentation. Parce que si vous voulez générer une page web qui a votre doc, il y a quand même plusieurs étapes à faire. Je vais faire ces étapes-là avec vous pour aujourd'hui. Sachez que ce que je fais, bien sûr, s'applique sur Windows, mais dans les cas où les trucs diffèrent sur les plateformes, donc principalement comment installer Make, parce qu'il n'est pas là par défaut sur tous les systèmes, je vous ai dit comment le faire sur Ubuntu, sur Windows et sur Mac, ou en tout cas une façon de le faire sur chacun de ceux-là. C'est comme ça que moi je le fais. Donc, on va faire ça avec Sphinx. Donc, si vous regardez la documentation de Sphinx, donc, il y a plusieurs façons d'écrire les docstrings en Python, comme vous avez vu dans les notes de cours, en fait. Donc, si je regarde ici dans les notes de cours, donc les docstrings, ça, c'est une façon de faire. Ça ressemble à la façon Google. Donc, ça, c'est un des styles que vous pouvez utiliser. Dans l'exemple d'aujourd'hui, j'ai mis un autre style
qui est peut-être un petit peu plus populaire pour les petits codes rapides. Je sais que Flask, entre autres, et beaucoup de librairies utilisent ce format-là. Fait que c'est ça. Donc, vous pouvez lire la documentation. En fait, si vous voulez faire quoi que ce soit, vous allez devoir la lire. Encore là, c'est pas des... Les concepts sont toujours les mêmes, c'est-à-dire, on met un commentaire ou une string. En Python, on va mettre une string plutôt que mettre un commentaire directement dans notre code. Ce qu'on écrit là-dedans, c'est de l'information sur, par exemple, les paramètres d'une fonction, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle retourne. Même affaire pour les classes. Puis, ultimement, on est capable de voir ça d'une façon qui est plus conviviale que d'aller lire le code source directement dans les points paires. Donc, je vais commencer par passer à travers les concepts. Donc, sur la documentation. OK. Assez clairement, quand vous voulez utiliser le code de quelqu'un d'autre, vous devez savoir comment il fonctionne. Ou à défaut de savoir comment il fonctionne, du moins savoir comment vous en servir. Depuis le début de la session, la chose que vous m'entendez dire le plus souvent, c'est probablement « Ouais, OK, j'ai besoin de faire telle chose. » Allez regarder dans la documentation, faites une recherche sur Internet. Puis typiquement, votre recherche sur Internet, que ce soit sur Google ou sur autre, va vous amener soit sur une question Stack Overflow ou directement dans la documentation d'une librairie, plus spécifiquement la documentation officielle de Python. Faire ça, ça demande du travail, puis c'est un travail qui est nécessaire pour que votre code puisse être compris et être utilisé par quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on dit essentiellement dans cette slide-là. Vous voulez documenter votre code pour les autres qui vont s'en servir par la suite, ou même pour vous, si vous allez revisiter votre code beaucoup plus tard. Donc, ça m'est arrivé des fois d'écrire du code, de ne pas y toucher pendant comme 1 an, d'y revenir et de ne pas trop comprendre ce que j'ai fait, parce que ça a l'air que je ne suis plus la même personne que je l'étais il y a 1 an. Donc, mon code, des fois, est un peu dur à comprendre, même pour moi. Fait que, pensez pas juste aux autres. Des fois, vous devez penser à vous-même quand vous écrivez votre documentation pour être sûr de vous rappeler comment utiliser votre propre code. Donc, quand on parle de documentation interne et de documentation externe, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de la documentation interne. Donc, de la documentation qui traite sur le code source. Tandis que de la documentation externe, ce serait par exemple des tutoriels d'utilisation. Donc, Firefox, par exemple, qui est un projet open source, a de la documentation interne sur comment coder Firefox, comment ajouter des trucs au code source, comment les classes s'appellent, etc. Mais il y a aussi de la documentation d'utilisation. Donc, pour les gens qui n'ont aucun background en informatique, qui font juste se servir de Firefox comme étant un produit quelconque. Donc, ça serait la documentation externe. Aujourd'hui, on va faire de l'interne. Donc, les commentaires versus la documentation, dans la majorité des langages, la documentation s'écrit sous forme de commentaires, mais ça va être des commentaires avec des tags spéciaux. Dans le cas de Python, la documentation s'écrit sous la forme d'une string, donc on va y venir. Puis c'est quoi la différence entre les deux? T'sais, même si la documentation est écrite sous forme de commentaires, c'est pas un commentaire comme les autres. La documentation, c'est de l'information qui dit comment se servir de quelque chose. Typiquement, la documentation d'une fonction va vous dire tel paramètre qui a tel nom veut dire telle affaire, il s'attend à prendre telle et telle chose, plutôt que de juste avoir la déclaration de la fonction avec la liste des paramètres. Donc, ça prend quelque chose qui dit comment se servir des paramètres, ainsi que la valeur de retour. Ça, ce serait la documentation. Un commentaire, c'est par exemple, vous faites quelque chose d'un petit peu obscur dans, je sais pas moi, dans une ligne de code, puis vous sentez que vous avez peut-être besoin d'expliquer ce qui se passe ou de justifier pourquoi vous l'avez fait de cette façon-là. Donc, typiquement, excusez-moi, je vais juste ouvrir ma lampe. Ok, ça va mieux. Moi, je remarquais que mon blue screen capotait un petit peu. Donc, comme je dis, vous faites quelque chose dans une ligne, puis vous faites une opération un peu étrange, puis là, vous écrivez un commentaire. « Ah ouais, c'est parce qu'il y a telle propriété de telle chose qui fait que j'ai besoin de faire un +1. Parce que dans cette affaire-là, les index partent à 1 au lieu de partir à 0. »
C'est quelque chose de même. Ça va être un commentaire très typique. Ça, c'est pas vraiment de la documentation, c'est plus juste un commentaire. Tandis que la documentation, c'est vraiment comment apprendre à se servir de quelque chose. Il y a des guides là-dessus que vous pouvez trouver. Donc, il y a PEP qui spécifie comment, pas tant comment, mais quoi mettre dans la documentation. Ensuite, le format lui-même, ça va dépendre du format que vous utilisez. Donc, un commentaire doit être concis et descriptif. Ça, c'est probablement la chose la plus importante. Là. Vous ne devez pas écrire des paragraphes dans vos commentaires parce que ça serait plus de la documentation. Un commentaire, ça va être plus comme, mettons, je fais mon print, puis je mets en commentaire, ici, c'est nécessaire de mettre 2 retours de ligne à cause que la librairie utilise telle affaire, blablabla. Ça sera un exemple de commentaire. C'est clair, c'est concis, c'est pas de la documentation, mais ça explique qu'est-ce qui se passe dans le code et pourquoi je le fais comme ça. Même affaire, bon, c'est sûr que vous avez déjà écrit des commentaires par votre code juste pour mettre des notes à vous-même, là. Fait que, genre, décrire l'algorithme que vous faites, ça peut être bien. Mettre vos to-do aussi, ça on le fait quand même assez souvent. Ensuite, le type hinting. Ça, c'est un truc quand même intéressant que vous pouvez ou non utiliser. Je vous dirais que les opinions sont quand même assez partagées là-dessus sur est-ce que vous devez faire du type hinting dans tout ce que vous faites. Ça va dépendre. Je vous dirais généralement, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais rarement. Juste parce que j'aime le fait que le Python soit typé dynamiquement, fortement mais dynamiquement. Donc, j'essaie de ne pas mettre trop d'informations là-dessus. Mais sachez que si vous voulez dire, par exemple, le paramètre A, je m'attends à ce que ce soit un int, vous pouvez le mettre directement dans le code comme ça en mettant un 2 points, le type. Donc, ce que vous devez mettre ici, ça doit être un type. Puis ensuite, qu'est-ce que vous mettez là? Ben, ça doit être spécifique à ce que vous attendez. Puis ça, c'est pas tant enforcé par l'interpréteur, mais ça peut aider à trouver des erreurs. Fait qu'ici, la syntaxe, faites juste regarder ce slide-là, puis tapez sur Google Type Hinting. Ça va vous donner des meilleures références que juste les notes de cours. C'est essentiellement ça. Si vous voulez mettre les types attendus des paramètres, vous mettez un 2 points comme ça. Et si vous voulez mettre le type attendu de la valeur de retour, donc ce que ça va retourner, vous mettez une flèche comme ça, donc un tiret et un chevron. Fait que ça, c'est pas mal pour le type hinting. Aujourd'hui, je pourrais vous en donner des exemples, mais moi, généralement, je ne le fais pas. Par contre, vous devez être capable de le faire. Fait que si on vous demande de le faire dans un guide de codage quelconque, sachez comment le faire. Ensuite, la documentation. Fait que c'est ça qu'on va traiter pour les prochaines genre 30 minutes. En Python, la documentation, on met ça non pas dans un commentaire, ce qui serait le cas dans la majorité des autres langages, mais directement dans une triple quote string. Donc, tu sais, les strings qui peuvent prendre plusieurs lignes. Puis les strings qui peuvent prendre plusieurs lignes, on les écrit avec 3 marques de citation ici. Donc, soit des guillemets anglais comme ça, qu'on utilise pour les strings ou des apostrophes. C'est juste qu'on en met 3. Puis quand on en met 3, ça fait qu'on peut mettre des retours de ligne à l'intérieur de la string sans avoir besoin de la fermer puis de la continuer. Fait que voici un exemple de ce qu'on pourrait faire. Ici, beaucoup de gens vont commencer par mettre les 3 quotes sur une ligne vide, sur leur propre ligne plutôt. Donc, ça va être 3 quotes, retour de ligne, le texte, retour de ligne, les 3 quotes. Puis on met ça au début de la fonction, donc à l'intérieur de la fonction. Ça, je veux vous le faire remarquer parce que dans la majorité des autres langages, vous devez faire de la documentation. Pour documenter une fonction, vous allez typiquement mettre un commentaire spécial au-dessus de la fonction. En Python, on met la documentation à l'intérieur de la fonction. Première chose dedans, donc avant les constantes, avant n'importe quoi, ça doit être la première ligne de la fonction. C'est le début d'une docstring comme ça. Puis cette docstring-là va se faire mettre ensuite dans la propriété, ici, la propriété doc de votre fonction. Vous n'avez pas vraiment besoin de savoir c'est quoi les propriétés des fonctions. On va les comprendre un petit peu mieux quand on va voir les objets.
Donc, ça serait un exemple. Ça, c'est le style Google. C'est pas celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui, mais un ou l'autre s'équivaut. L'important, c'est d'être cohérent. Fait que typiquement, l'information qu'on va avoir dedans, c'est qu'est-ce que fait la fonction. Donc ça, c'est le quoi. Puis à la limite, le pourquoi, si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Ensuite, les paramètres. Donc chacun des paramètres. Puis là, vous pouvez trouver ça un peu poche d'avoir à répéter les noms, mais dans la majorité des formats, c'est comme ça que ça marche. Donc ici, vous pouvez mettre le nom du paramètre. Dans un format ou dans un autre, dans le format Google, vous mettez le nom du paramètre, 2 points, le type, puis ensuite le reste du texte. Aujourd'hui, ce qu'on va utiliser comme format, si vous regardez dans Code to Test, j'ai mis un petit exemple ici, ça va être comme ça. Donc, vous voyez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma fonction ici, isPrime, donc est premier, qui était un truc à faire dans l'examen. Retourne si un nombre est premier. Donc ça, je vais juste dire qu'est-ce que fait la fonction. Ici, je mets mon param num, donc on voit que j'ai mis 2 points param. Ça indique que ce qui suit est un paramètre. Donc ici, j'ai juste répété le nom qu'il y a là. Le nombre à tester, puis ensuite mon returns, true si premier, false si non. Donc ça, c'est qu'est-ce que la fonction fait, qu'est-ce qu'elle prend, qu'est-ce qu'elle retourne. Puis là, ici, 2 points code, 2 points avec le backtick, ça fait juste faire en sorte que le true soit affiché comme une constante et non pas juste comme du texte. On va faire un exemple tantôt. Fait que ça, c'est en gros les docstrings. Ensuite, la ligne de commande, les parseurs, on va y revenir. Je vais faire un exemple là-dessus aussi. Puis enfin, qu'est-ce que devrait contenir une documentation de projet? Ça va être typiquement un README qui va être au top level de votre repo parce que c'est ça que GitHub et Bitbucket et toutes ces choses-là vont vous afficher en premier sur la page web. Des exemples, comment contribuer, la licence puis la documentation. Si vous regardez dans les repos des librairies populaires, vous allez trouver toutes ces choses-là. OK. On va commencer par faire un exemple de documentation. Donc, je vais commencer par documenter mon code. On se rappelle que j'ai plusieurs modules dans ce code-là. Juste pour les biens d'aujourd'hui, on va seulement aller dans Code to Test, celui qui est associé à test, donc celui sur lequel on roulait des tests unitaires, parce qu'on va rouler des tests tantôt aussi. Fait que j'ai fait ma fonction isPrime, j'ai mis mon param, j'ai mis mon return, OK. Puis ensuite, je pourrais faire la même chose pour PrimeFactors, qui était encore là une question dans l'examen. Fait qu'ici, mettons, on génère les facteurs premiers. Param, le nombre à factoriser. Puis là, ensuite, je ne vais pas mettre un return parce que c'est un générateur. Fait que là, je vais aller regarder sur Internet, dans Sphinx, dans la syntaxe Sphinx, comment j'indique un générateur. On va voir si les sites Internet sont capables de me dire ça. Apparemment que je peux les mettre, je peux les faire comme ça. Ou je peux tout simplement utiliser la syntaxe avec le type hinting. Fait que on va utiliser ça. Ça va être plus simple. Donc, iterator, puis là je vais mettre int ici. De même. Puis, je vais rien mettre comme ça. Puis ensuite, vous pouvez mettre une ligne vide entre votre docstring et le reste de votre code. C'est habituellement une bonne idée. OK. Maintenant, comment je fais pour générer une page qui est lisible avec tout ça? Donc, on va suivre les étapes que j'ai mis dans le petit README, qui est ici.
Donc, d'abord, vous devez installer Make, parce que ultimement, c'est avec Make qu'on va générer le tout. C'est lui qui va gérer le build du HTML. Ultimement, ce que ça vous génère, c'est du HTML. Bon, voici plusieurs façons de le faire. Là, c'est sûr que sur ma machine, c'est déjà tout installé parce que j'ai une machine de programmeur, donc j'ai tous mes outils. Vous pouvez juste suivre avec moi pour aujourd'hui. Puis une fois que c'est fait, vous pouvez installer Sphinx. Sphinx est probablement déjà installé sur votre distribution de Python, mais juste pour être sûr, faites un pip install avec. Fait que ça, l'étape 1, c'est pas mal la seule qui est dépendante de votre système. Donc, comment installer Make. Avec apt-get sur Ubuntu, c'est assez simple. Avec M6.2 sur Windows aussi, c'est assez simple. Vous devez juste installer M6. Et avec Homebrew sur Mac, encore là, relativement simple, il faut juste l'installer. Donc, par vous-même, vous pourrez faire ça. On installe Sphinx. Fait que juste pour le fun. Donc, pip install Sphinx. Bien sûr, ça va me dire que tout est là. Bien évidemment. En passant, ça, c'est une chose que vous devez apprendre à faire, là, utiliser une console. Je ne peux pas vraiment vous donner un tutoriel sur comment utiliser une console sur votre machine, parce que c'est différent sur pas mal toutes les machines, mais il y a des choses, sur les systèmes, je veux dire, sur les systèmes d'exploitation, quoique les concepts sont toujours les mêmes. Là. Vous avez des répertoires, vous avez des fichiers, vous avez des commandes. Donc, apprenez à vous en servir. Encore là, recherche Google rapide sur comment utiliser la console sur votre OS particulier va vous donner à peu près toute l'information. Puis au niveau que vous êtes, vous avez appris à programmer, tout ça, ça ne devrait pas vous faire peur d'écrire du code dans une console. Donc, je vais aller dans mon dossier de projet. Donc ça, c'est le repo dans lequel on travaille aujourd'hui, le repo d'exemple. On peut voir que j'ai mon code que j'avais la dernière fois, là, mon code du test, j'ai ma solution Visual Studio, mon README, etc. Je vais me créer un dossier que je vais appeler doc. Par convention, on va l'appeler doc ou docs. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Plutôt que de polluer le reste de votre projet avec des fichiers qui servent à générer de la documentation, on va mettre ça dans son propre dossier, justement pour garder les choses quand même assez séparées. Donc, on va faire un doc. Dans doc, ici, je vais ouvrir une console. Comment ouvrir une console dans un dossier particulier? Ça dépend de votre système. Sur Windows, si vous avez installé PowerShell Core, vous allez avoir un petit menu ici qui vous permet de l'ouvrir. Sinon, vous faites un Shift-clic droit sur Windows et vous allez avoir un Open PowerShell Window. Ou si vous êtes sur un vieux système, ça va être un Open CMD Here. Sur Windows 10, ça va être PowerShell. Une fois que vous avez fait ça, ça va vous ouvrir votre console qui est au bon endroit. Donc, en passant, la façon que ma console s'affiche, ça ne va pas être du tout la même chose que vous autres parce que j'ai pimpé un peu ma console pour qu'elle ressemble à celle de Bash et de Cygwin. Ensuite, qu'est-ce que je dis de faire dans le tutoriel? Une fois que vous avez fait ça, vous faites un Sphinx Quick Start. Donc, le Sphinx Quick Start, ça va créer les dossiers qui vont permettre de générer votre HTML. Donc, entre autres, c'est quoi le nom du projet, c'est quoi l'auteur, c'est quoi la structure, c'est quoi les extensions, etc. Alors, vous pouvez lire la documentation de comment ça fonctionne tout ça, ou vous pouvez juste suivre la formule magique que je vous ai donnée là. Elle devrait fonctionner pour l'instant, du moins pour les exemples qu'on va faire en classe. Si vous avez du code un peu plus compliqué, vous allez devoir gosser avec ça pour générer de la bonne documentation. OK. Donc, là, je suis à l'intérieur de doc, ici. Donc, si vous voyez, je suis bien dans mon code d'exemple et dans doc. Donc, Sphinx Quick Start. Puis là, je dis ext autodoc. Autodoc, ça va faire des choses pour vous, plutôt que d'avoir besoin de rajouter vos fichiers un par un. Donc, on fait oui, séparé. Donc, on peut donner le nom qu'on veut à notre projet. Donc, on va l'appeler comme on veut. Ça, en plus, ça après, ça va être écrit dans un fichier quelconque, vous pouvez aller le modifier. Donc, Project Release, j'ai rien à dire. La langue de mon projet, j'ai rien à dire. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller modifier ce qu'il y a dans conf.py. Donc, le but de séparer les choses, de mettre ça dans des dossiers séparés,
c'est justement de garder les choses assez compartimentées, mais ça implique aussi qu'il faut faire un peu de travail pour aller les chercher à la bonne place par la suite. Donc, ici dans doc source, il y a conf.py que je peux aller modifier. Donc, je vais juste le faire dans Vim. Je vois pas, je vois pas qu'est-ce qu'il y avait de spécial à propos. J'ai juste mis un nom au hasard. Là, je vois pas qu'est-ce qu'il y avait de spécial. Donc, source conf.py. Je l'ai ouvert dans Vim. Peut-être que vous n'êtes pas habitué avec Vim. Je vais le mettre ici. Et voilà, OK. Là, vous pouvez changer ça ici. Donc, ce que vous devez mettre dans le chemin qu'il y a là, c'est le chemin relatif vers, à partir du conf.py, vers votre dossier de projet. Donc, nous autres, il faut remonter à source, il faut remonter de doc, donc il faut remonter 2 fois. Comme ça. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, ça a l'air d'être beaucoup d'étapes, mais c'est comme, vous trouvez un tutoriel sur Internet qui vous le dit, là, ça m'a pris comme 5 minutes à comprendre. Là. Ensuite, vous faites Sphinx API Doc. Donc, encore là, je fais Sphinx API Doc. Ça va permettre de, plutôt qu'avoir besoin de mettre les dossiers, plutôt les fichiers un par un, puis les modules un par un, ça va juste tout générer des fichiers pour moi. Ça va super bien. Faites ça quand vous rajoutez des fichiers. Donc, ma source, c'est le dossier source, donc qui est dans doc source. En ce moment, je suis dans doc, donc on se rappelle c'est quoi le concept du chemin courant ou du dossier courant. Puis le chemin vers mon projet, ben là, si je suis dans doc, mon projet, il est dans chapitre 9 exemple, donc il faut que je remonte de un dossier. D'où le point. Ou juste point// ou juste point, ça revient au même. Fait que là, vous voyez, il m'a généré un fichier pour chacun des modules que j'avais dedans. Bon, le seul qui a vraiment du code documenté, c'est Code to Test, mais quand même. Fait qu'une fois que j'ai fait ça, je suis prêt à générer du HTML. Donc, à chaque fois que je change la documentation qui est dans mon code source ici, ou à chaque fois que je change mon code source, je peux faire make HTML qui va régénérer la page. Puis là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Tout d'abord, dans conf.py ici, je peux aller changer le thème. Donc, ça, c'est le thème par défaut qui est un peu, minimaliste, là, mettons. Là, il n'y a pas de couleur, c'est une font avec un sérif, tout ça. Tu sais, c'est quand même, c'est clean. C'est pas mon préféré, mais c'est clean. Fait qu'on va le laisser comme ça. Là, on fait make HTML. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça prenait make. Oh, j'ai fait une erreur de syntaxe dans conf ici. Ah! Il y a des petits espaces. J'ai oublié d'enlever les petits espaces. Donc, on refait notre make. Bon, il nous donne un warning qui ne veut rien dire. OK, c'est bon. Une fois que vous avez ça, si vous allez dans ici HTML, vous cliquez sur index. Donc, typiquement, la page principale d'un site web, c'est le index. Là. Donc, dans notre cas, c'est un HTML. Donc, si vous regardez ça, on a généré une documentation à partir de notre code. Donc, si je vais dans l'index de modules, ici, j'ai chacun de mes modules. Mes modules, en fait, c'est des fichiers Python. Donc, si je regarde dans Code to Test, qui est un de mes modules, je devrais avoir toutes mes fonctions. Donc, ici, j'ai toutes mes fonctions. Puis, celles qui sont documentées ont la documentation sous cette forme-là. Donc, on voit, j'ai mon isPrime, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi les paramètres, c'est quoi qui retourne, prime factors, le nombre à factoriser. Puis là, ici, il me dit, il fait même me rappeler c'est quoi que la fonction retourne. Donc, le code hinting qu'il y a là. Mettons que je change ce que j'ai mis dedans. Donc,
Ici, je vais dans Code to Test, puis je rajoute la documentation pour Fibonacci Numbers ici. Je vais mettre la doc ici. Donc, génère des nombres de Fibonacci. Jusqu'à un index donné. Param length. Donc, ouais, longueur de la suite à générer, on va dire. Puis on ne met rien pour le return parce que c'est un générateur. Fait que mettons que je rebuild ça. Donc je refais mon HTML. Fait que là, il va tout recompiler, il va régénérer le truc. Si je refresh cette page-là, qui est la page du module Code to Test, maintenant j'ai la documentation de Fibonacci Numbers. Si je veux changer le thème, je peux aller regarder sur Internet c'est quoi la liste des thèmes qui sont disponibles. Donc, si je regarde ici dans conf.py, moi je sais qu'il y en a un qui s'appelle Nature, je crois, qui a un style un peu différent, qui est un peu plus coloré, mais peut-être un peu moins clean. Fait que je refais ça. Je retourne à la page principale, puis là, ça a changé le thème. Fait que vous voyez, quand je fais Make HTML, ça régénère tout le site web. Fait que là, je peux regarder dans mon module, je peux aller dans Code to Test, puis là, mes fonctions sont là. Là, vous voyez, quand je vous ai dit, j'ai mis un code avec des backticks pour mettre mon true puis mon false, justement pour qu'il s'affiche de cette façon-là, plutôt que de juste s'afficher normalement. Fait que c'est habituellement ce que vous allez vouloir faire quand vous voulez mettre des mots-clés. Fait que c'est pas mal ça qu'il y a à dire pour la documentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'était essentiellement juste un tutoriel. Les étapes sont écrites dans le README. Vous pouvez trouver des tutoriels sur Internet. Là. Moi aussi, c'est comme ça que j'ai fait. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je sais que le cours cette semaine était un peu plate. Là. Le chapitre 9, c'est loin d'être le plus créatif. Là. Mais bon, c'est des choses importantes. Ensuite, si j'ai un programme, fait que là, ici, j'avais du code qui ne servait à rien, qui était dans le vide. Vous avez remarqué que quand j'utilise une console, comme ça, on fait, mettons, le titre d'une commande ou le nom d'un programme. Fait que dans ce cas-là, make, c'est le nom d'un programme. Donc, c'est make.exe. Fait que si je regarde, c'est un fichier exécutable qui est installé sur ma machine, puis il est dans mon path, donc je suis capable de l'utiliser sans mettre son chemin au complet. Je fais ça, puis ensuite, je mets des arguments à la commande. Fait que là, j'avais mis, mettons, make HTML. Ou, probablement, ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. Ici, mettons que j'ai mon code2test.py, ben, je peux exécuter code2test.py. Fait que je fais, mettons, Python code2test.py. Puis là, ça m'exécute le code, puis ça me l'affiche dans la console. Python, c'est un fichier exécutable. Donc, l'interpréteur Python est un exécutable sur ma machine. Puis ça, c'est un des paramètres que je peux lui passer. Fait que de la même façon qu'on passe des paramètres à une fonction, on passe des paramètres à un programme. Comment on traite ces paramètres-là? Fait que mettons que j'ai mon code2test.py, puis je veux lui passer, je ne sais pas moi, une string à afficher. Fait que mettons que je veux faire quelque chose de ben niaiseux. Ici, mettons, je vais me rajouter command line arg. Je vais me rajouter juste un petit print du premier argument qui est passé à mon programme, puis je l'affiche. Donc,
Puis là, mettons, je vais mettre mon argument ici. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Fait qu'on va mettre none pour l'instant. Puis là, je ferai, mettons, print argument 1 arg, mettons. Comment je fais pour avoir ça? Si vous regardez dans les notes, ça c'était juste avant. Donc ici. Les. Ah, ici, ligne de commande. Donc, en Python, dans la librairie standard, il y a un truc qui vous permet de mettre des paramètres avec des noms et de les traiter pour vous. Donc, vous n'avez pas besoin de faire vous-même le parsing de le tiret avec le nom, toutes ces choses-là. Juste pour vous donner un exemple, le truc le plus typique, c'est j'ai un programme, puis je veux faire help. Donc, si vous faites --help, ça c'est le style plus Unix. Sur Windows, la vieille façon, c'était de mettre un / point d'interrogation, mais de plus en plus, Microsoft bouge vers la façon Unix d'écrire les choses dans la console. Fait que maintenant, je fais make help. Make help me dit, je peux utiliser make en lui passant une liste d'options. Donc, quand je mets ça en crochet, ça veut dire une liste. Puis avec une liste de cibles. Puis là, les options, ça peut être toutes ces choses-là. C'est ça, les paramètres. Fait que si je voulais utiliser, mettons, je sais pas moi, tiens, lui passer ici un autre fichier comme un makefile. Fait que je préfère make. Puis là, j'ai deux façons de le faire. Soit avec un -f, donc tiret avec une lettre, ça c'est un raccourci, ou je peux mettre le paramètre au complet, donc file. Donc je vais mettre, mettons, -f, puis mon fichier, ça pourrait être doc/makefile. Puis là, il était capable de le trouver. Il a trouvé le makefile, mais là, il me dit que je ne suis pas dans le bon dossier. C'est normal. On va faire la même chose, mais avec notre script Python. Donc, on va se créer un parser. Donc ici, ça va être typiquement une des premières étapes qu'on fait. Moi, je vais la mettre dans une fonction, parce que généralement, c'est plus convivial de la mettre dans une fonction. Donc, mettons setup args. Donc, on se crée un parser. Ici, on va faire affiche les exemples du chapitre 9. Je pense que je vais aller fermer ma fenêtre, même s'il fait un peu chaud, parce que pas mal de sirènes dehors. Les joies d'enseigner en ligne. Alright. Donc là, j'ai mon parser. Donc la description, c'est finalement la description du programme au complet. C'est quand même un exemple qui a bien de l'allure, ce qu'on vous a donné ici. C'est pas mal tout ce que vous allez avoir besoin de savoir. Si vous voulez comme le faire par vous-même pour un de vos programmes, regardez la librairie parser, la librairie argparse, pardon, de Python. Donc, il ne faudrait juste pas que j'oublie de l'inclure. Importe argparse. Ça. Puis après ça, je peux rajouter des arguments. Fait qu'ici, on va rajouter, mettons, on va l'appeler parser.addArgument. Puis là, on va aller regarder dans la documentation comment ça marche. Python argparse. Donc ici, qu'est-ce que je peux y passer? Donc, on commence par y passer le nom. Ensuite, on peut y passer le nombre d'arguments. Je vous
je vais le faire rapidement, mais quand vous allez avoir besoin d'en faire, vous allez tout lire ça par vous-même, puis vous allez voir, c'est quand même assez clair. Ici, ça va juste vous donner toutes les choses que vous pouvez mettre dans votre parseur d'arguments. Fait qu'ici, je peux rajouter mon argument. Fait qu'ici, je vais rajouter, mettons, comme on l'a fait dans l'exemple ici. Add argument. Puis là, on ne va pas traiter la méta-variable parce que c'est un peu weird et ce n'est pas nécessairement dans ce cas-ci. Fait qu'on va l'appeler, mettons, arg1. On va oublier la métavar. On va dire que c'est de type int. Fait que quand vous faites type égal, ce que vous mettez ici, ce n'est pas une string, mais c'est bien et bien une classe ou un type. Donc, on va s'attendre à ce que ce soit un int. Le plus, qu'est-ce que veut dire le plus? On va aller regarder. Donc, ici, c'est nargs. Nargs. Ici. Donc, si je mets un point d'interrogation, ça prend un item. Puis sinon, avec étoile, ça prend une liste. Puis avec plus, ça ferait une liste aussi. Donc, ici, on n'a pas besoin d'une liste. Fait qu'on va juste mettre un point d'interrogation. Puis ensuite, le help. Ben, dans le fond, le help, puis là, ce serait peut-être un peu plus convivial de mettre ça chacun sur sa propre ligne, hein, juste pour que ce soit plus clair. Help, c'est la string d'explication qui est associée à ce paramètre-là. Donc, c'est un paramètre qui sera affiché. Donc, on fait ça. Puis on pourrait rajouter tous nos autres arguments. Une fois qu'on a tous nos autres arguments, on peut faire le parse. Donc, si on fait parse, ici, parser.parseargs, ça va prendre ce qui a été rentré dans la console, puis ça va mettre ça dans un dictionnaire. Puis là, ici, on pourrait retourner le parser. Donc, plutôt que de faire tout ça, je vais aller vous chercher un exemple que je sais que j'ai qui traîne en quelque part, plutôt que de faire plein de trucs devant vous puis de me tromper. Laissez-moi 2 minutes. Donc, si je vais voir dans... Ah tiens, dans un projet que j'avais dû faire pour un cours. Qui était quand même très drôle. Donc ça, c'était dans mon cours de... Oui, ok, c'est ça. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Ici, ça c'est un cours de lutherie numérique que j'avais dû faire cet hiver, qui était très intéressant, un cours que j'ai fait à la faculté de musique. Et voyez-vous, mon parseur, comment je l'ai fait, c'est, j'ai créé mon parseur, donc la même façon qu'on a fait là. Celui-là, je pense que je lui avais pas mis de description parce que je m'en foutais, mais j'aurais pu y en mettre une. Puis là, j'ai mis, mettons, j'ai rajouté mes arguments, un par un, comme vous pouvez voir. Fait que si j'avais un argument IP qui était l'adresse IP à laquelle écouter, fait que là, ici, j'ai comme rien mis de plus. Si vous mettez rien, il va comme un peu interpréter ce que vous voulez faire. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les choses. Ensuite, mon port, le port associé à l'adresse, donc ça, je voulais que ce soit un int, fait que c'est pour ça qu'ici, j'ai mis un type int. Donc, si vous mettez votre type, ce que ça fait, c'est que quand vous passez vos valeurs dans la ligne de commande, si ce n'est pas compatible, s'il n'est pas capable de le convertir dans cette valeur-là, il va vous donner une erreur. Puis vous n'avez pas besoin de gérer toutes ces choses-là.
Vous n'avez pas besoin d'écrire les messages de « Ah, la conversion n'est pas bonne », tout ça, il fait tout pour vous. C'est un peu ça le but d'utiliser une librairie de parseur d'arguments. Fait que même affaire, le port. Ensuite, j'avais un autre qui est une string. Ici, j'ai gardé ça quand même assez simple. Puis ici, étant donné que j'avais besoin d'une liste de choses, j'ai mis un nargs avec une étoile. Fait que on n'est pas obligé de tout mettre. Puis ensuite, quand on veut accéder aux valeurs, ici, donc si on regarde, ici, j'ai fait mon parse args. Donc, ce que j'ai retourné, c'est le résultat du parseur qui retourne un dictionnaire avec toutes les valeurs dedans. Donc, une fois que j'ai retourné mon dictionnaire, ça, c'est les arguments qu'on m'a passés. Puis là, ben, je peux aller regarder args.deviceID. Donc, si on regarde ici les device ID, c'est quoi? C'est parce que ici, dans mon troisième argument, j'ai mis destination device ID. Fait que si vous mettez la destination, ce que ça vous permet de faire, c'est que l'objet qui est retourné ici, plutôt que vous en servez comme dans le dictionnaire avec des crochets, vous pouvez faire point le nom du field qui va être associé à ça. Donc, c'est des trucs que je vous donne. Lisez la documentation, vous allez comprendre quand même assez vite comment ça fonctionne. Fait que ici, je peux faire point device ID, puis regarder s'il est none. Donc, s'il est none, ça veut dire qu'on ne me l'a pas passé. Fait que ça, c'est bon. Ensuite, j'ai args.ip, args.port. Si on regarde ici, args.ip, args.port, si vous ne mettez pas la destination, il va générer la variable, le membre, le point truc que vous pouvez faire à partir du nom que vous avez mis là. Fait que la raison pourquoi je l'ai mis ici, c'est parce que dans le nom du truc qu'on met dans la console, on met des tirets entre les mots, tandis qu'en Python, dans nos noms de variables, on met des underscore. C'est pas mal la seule raison pour laquelle je l'ai fait. Fait que mettons qu'on retourne dans notre... en passant, oui, le fichier s'appelle arruda.py parce que le projet que j'avais fait, c'était de... C'était de quoi déjà? Ah oui, j'avais fait de la musique en utilisant la voix du docteur Arruda comme samples pour faire les notes. C'était quand même très comique comme projet. C'est drôle que j'ai pu faire ça dans un cours universitaire. Donc, code to test ici. Fait que ici, bon, je ne suis pas obligé de le mettre, mon nargs. Puis ici, on met mon tiret-tiret. Je pourrais en rajouter un autre. Parser.addArgument. On va l'appeler mon autre arg. Fait que ici, j'ai mis des tirets pour séparer les mots par convention. Donc, puis ici, je vais lui mettre, mettons, un type string. Donc ici, destination, je vais mettre le même nom, mais avec des underscores pour que je puisse m'en servir dans mon code source. On veut une démonstration. Ne serait-ce donc pas drôle si je faisais une telle démonstration? En fait, je ne peux pas vraiment en faire une, là, parce qu'il faudrait que je parte Touch Designer, puis genre plein d'affaires en même temps, puis je me rappelle même plus c'était quoi mon setup. C'était quand même compliqué. Quoique c'est vrai que maintenant j'ai la piano cam. La piano cam pourrait aider. Je n'avais pas la piano cam dans ce temps-là. OK, donc destination, puis help. Une autre affaire. Parse je vais retourner le résultat de ça. Ah, ça, je vais le... Hein, comme ça ici. Puis là, ce que je pourrais faire, c'est args. Puis là, j'aurais par exemple arg1. Donc, si je fais arg1, en théorie, ça devrait marcher. Maintenant, il faut que je passe les paramètres. Donc, ce que je vais faire ici, je suis déjà dedans. Python, code to test. Puis là, je passe mes paramètres. Fait que je vais faire, mettons, arg1, puis je vais lui passer 42. Puis je préfère, l'autre, j'avais appelé mon autre arg. Je vais lui passer hello.
Qu'est-ce que, ligne 85. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Bon, plus 1. Ça a l'air que j'ai fait un copier-coller pas correct. Fait qu'on peut voir, l'argument 1 est égal à 42. Puis là, si j'en fais un pour l'argument 2, il s'appelait mon autre arg. Mon autre arg est hello. Puis là, si je veux savoir, tu sais, je lis mon code, puis je veux savoir comment il fonctionne, ben je peux faire ici help comme ça. Puis quand vous faites help, ça va s'exécuter dans le parser.parseargs comme ça. Puis s'il y a un help qui a été demandé, il va arrêter l'exécution là. Fait que vous voyez que le reste de mon code, c'est pas exécuté parce que quand vous faites un help, généralement, vous ne voulez pas exécuter le programme, vous voulez juste montrer l'aide. Puis toute cette aide-là, ben, elle a été générée pour vous. Fait qu'on peut voir que le help est ajouté automatiquement. Puis là, ça me dit affiche les exemples du chapitre 9. Puis là, ça me montre, ben, je peux mettre mon arg 1, je peux mettre mon autre arg, etc. Puis là, ça me dit, ici, ça m'a mis, ça c'est le nom de la métavar, là. Vous pouvez ne pas vous en occuper. Puis la petite ligne de description. Fait que c'est pas mal ça pour les parseurs d'arguments. J'ai pas vraiment grand-chose d'autre à dire. Je vais updater ça, puis vous allez pouvoir regarder. Mais maintenant, dans votre code, quand vous savez que vous avez besoin de manipuler votre script à travers la console, vous pouvez tout simplement utiliser celui-là. Donc, le module argparse de Python. Dans les autres langages, il y a des équivalents qui sont ou non dans la librairie standard. Fait que je sais qu'en C++, ça ne fait pas partie de la librairie standard. Vous devez en télécharger un à côté. Je sais qu'il y en a un qui est vraiment bon, puis il m'est sorti de la tête, là, mais c'est un truc avec des templates qui fonctionnent bien. Fait que, OK. Ça fait déjà 1 heure qu'on est là-dessus. On va prendre une pause de genre 10 minutes, puis on va ensuite faire des tests unitaires. Puis je sais pas combien de temps je vais en faire des tests unitaires, probablement jusqu'à temps que je sois écœuré, parce que ben on a reculé l'heure, puis il fait déjà noir, puis je trouve que le cours est un peu sec, puis je suis déjà un peu tanné. Fait que on se revoit dans, mettons, 10 minutes, et bien sûr, je vais mettre de la musique. Donc, à tout à l'heure.
Alright, nous sommes de retour. Ouais, la musique, la musique aujourd'hui était un peu spéciale. C'était une musique progressive pour instruments, qui sont, je crois, d'Indonésie, écrit par Alexandre David de la faculté de musique. Donc, j'espère que la musique progressive pour instruments avec lesquels on n'est pas habitué, ça vous dérange pas trop. Alright. OK, on va écrire une coupe de tests juste pour vous donner une idée des grandes lignes de comment écrire des tests qui ont comme à moitié de l'allure, là, ou qui, du moins qui se tiennent debout. C'est sûr que notre premier réflexe, quand on veut écrire des tests, c'est de dire, mettons, j'ai un cas d'utilisation typique. Je vais tester ce cas-là. Puis si mon cas ne marche pas dans le cas d'utilisation générale, il y a un problème. C'est notre premier réflexe, puis c'est pas une mauvaise chose, mais disons que généralement, il faut essayer d'aller un peu plus loin que ça. Donc, prenons par exemple le cas de ici, je sais pas moi, Fibonacci Numbers, mettons. Donc, je sais c'est quoi les cas que j'ai dans Fibonacci Numbers. Donc, la suite de Fibonacci, sans vous donner un cours de méthode de test, là, on va y aller par classe de valeurs. Donc, par, mettons, partition ou catégorie, là, on va utiliser la méthode de catégorie-partition. Qu'est-ce que j'ai en paramètres qui rentrent dans Fibonacci Numbers? C'est quoi les données qui rentrent? C'est quoi les données qui sortent? Les données qui rentrent, c'est le nombre de Fibonacci. Autrement dit, la longueur de la suite que je veux avoir. Ça, c'est mon seul paramètre. C'est les seules données qui rentrent. Ensuite, qu'est-ce qui sort? C'est une suite de nombres. Bon, ici, c'est sûr que c'est sous la forme d'un générateur, mais on peut juste faire comme j'ai fait exactement dans les tests ici. Donc, test Fibonacci Numbers. Ici, je vais juste les mettre dans une liste directement, puis ensuite, je compare la liste. Il n'y a aucune différence entre faire ça puis utiliser une book force. Ça revient au même. Donc, je les mets dans une liste parce que c'est facile de tester des listes. Maintenant, quelles sont les catégories de valeurs que je pourrais avoir? J'ai le cas d'utilisation typique qui est un nombre positif naturel valide. Donc, par exemple, si je veux en générer 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça que ça devrait me donner. Ça, ce serait le cas d'utilisation typique. Est-ce qu'il y a une différence dans l'exécution du code entre en demander 5 ou en demander 10? Si on regarde le code que j'ai ici, non. Que j'en demande 5 ou que j'en demande 10, ça exécute exactement le même code. Fait qu'on pourrait se dire, OK, 5, 10, autrement dit, tous les nombres naturels supérieurs à 2, il n'y a pas de différence entre eux. On va supposer que ça, c'est une catégorie, une classe de valeurs. OK. Fait que ici, je vais juste me mettre des petits commentaires. Donc, catégorie de valeurs. Donc, j'aurais, mettons, de valeurs. Puis là, ici, on va dire juste pour length. Fait que l'opération que je fais en ce moment, on devrait faire ça pour chacun des paramètres. Là, bon, dans ce cas-ci, ça va bien parce que j'en ai seulement un. Donc, OK. Donc, les valeurs dans l'intervalle, mettons, 2. Bon, les valeurs, on va dire plus grandes que 2. Parce que comme je dis, si j'en demande 5, il va se passer exactement la même chose. Fait que si j'en demande 5, ici, je vais passer à travers mes valeurs initiales, puis je vais les afficher. Puis si j'en demandais pas plus que ça, je vais m'arrêter. Or, j'en demande 5, donc ici, mon i ne sera pas plus grand à length parce que mon i va être 0 ou 1. Donc, je vais faire un yield pour celui-là, je vais faire un yield pour celui-là. Ensuite, je vais rentrer dans le reste du code. Puis ce code-là,
Si j'en demande 5 ou si j'en demande 10, ça va juste changer le nombre d'itérations que j'ai dans cette boucle. Donc, ça ne change rien. C'est pour ça que je dis que les valeurs au-dessus de 2 rentrent dans la même classe de valeurs parce qu'elles sont essentiellement pareilles, elles exécutent le même code. Maintenant, si j'en demande 2, donc les valeurs ici égales à 2, qu'est-ce qui arrive si je demande 2 valeurs? Je vais rentrer dans cette boucle-là. Fait que pour i et lm dans enumerate valid values, autrement dit, i va être égal à 0 puis à 1, puis lm va être égal à 0 puis à 1. Donc i va être l'index et lm va être l'élément dans la liste init values, donc qui sont les valeurs initiales hard-codées de la suite de Fibonacci. OK, là, ça va faire si i est plus grand ou égal à la longueur, ma longueur ici va être 2, alors je fais un break. Bon, 0 n'est pas plus grand ou égal à 2, ça ne fait pas de break, je fais mon yield. 0 n'est pas plus grand ou égal à 1 plutôt n'est pas plus grand ou égal à 2, donc ça ne fait pas de break, je fais mon yield. Je sors de ma boucle, puis là, j'exécute le reste ici. Mais là, l'affaire, c'est que je dis pour i dans range length and values length, je suis déjà à 2. Donc ça va aller dans le range de 2 à 2. Or, si on va du range de 2 à 2, ça ne fait rien. Donc, je ne rentre pas dans cette boucle-là. On pourrait dire que ça ressemble pas mal au cas qu'on a ici. C'est juste que la boucle ici est vide, mais ce n'est pas exactement le même code. On va dire égal 2, c'est une autre classe de valeurs. Ensuite, on aurait les valeurs. Ici, on va juste se les écrire comme ça. Puis j'aurais égal 1. Qu'est-ce qui arrive si je suis égal à 1? Je vais rentrer dans ma boucle ici comme j'ai fait tantôt. Est-ce que 0 est plus grand ou égal à 1? Non. Donc, je yield le premier élément de la suite, de la liste qui est ici. Ensuite, deuxième itération, i va être égal à 1. Est-ce que i est plus grand ou égal à 1? Oui. Donc, je m'arrête là. Je ferme la boucle qui est ici. Ensuite, je n'exécute pas le reste, mais en fait, je sors de ma boucle, je rentre ici, ça fait une boucle de longueur 0, donc le reste ne s'exécute pas. Fait qu'égal à 1, égal à 2 est plus grand que 2, ce seraient mes trois classes de valeurs valides. Donc ça, ici, on pourrait même se mettre valide comme ça, juste pour se dire que ça, c'est les cas qui sont valides. On va traiter des invalides tantôt. Fait que si je veux m'écrire une série de tests pour cette catégorie-là, il faudrait que je traite au moins ces trois cas-là. Puis comment on les traite? On va se dire, ça c'est chacune des catégories. Bon, dans ce cas-ci, égal 2 puis égal 1, il y a seulement une valeur par catégorie. Ça arrive. Souvent, 0, ça va être une catégorie en soi qui a une seule valeur, mais la catégorie plus grand que 2, c'est une catégorie dans laquelle je peux avoir n'importe quelle valeur qui est plus grande que 2. Donc, j'en ai techniquement une infinité. Comment je teste une infinité de valeurs possibles? Ben, je me dis, étant donné que tous les nombres qui sont dans cette classe-là, dans cette catégorie-là, ont le même comportement, je peux en prendre un quelconque. Fait que je vais dire, mettons que j'en prends 5. Voyez-vous, dans le test que j'ai fourni, la seule chose que je teste, c'est le cas plus grand que 2, et j'en demandais 10, puis ça ici, j'ai hard-codé, c'est quoi que ça devrait avoir. OK. On va faire l'exercice, mais comme il faut. Fait que ici, def, puis on va faire, mettons, test Fibonacci Numbers. Puis là, avant de faire ces tests-là, donc avant de vérifier la catégorie partition, là, avant de vérifier si mes valeurs donnent les bonnes choses, il faut d'abord que je vérifie est-ce que la fonction a la bonne forme. Fait que ici, isGenerator, mettons. Fait que je vais commencer par me faire un test. Puis là, vous allez remarquer que je vais me faire une fonction différente pour chacun des tests, pour chacune des catégories. Vous n'êtes pas obligé, mais juste pour aujourd'hui, on va dire que ça a du sens de le faire comme ça. Ou mettons, pour garder ça simple, on va séparer isGenerator avec les autres. Donc, self, comme ça. Puis là, je vais faire la petite fonction que j'ai mise là. Puis là, j'ai testé, est-ce que le nombre est un générateur? Ensuite, test Fibonacci Numbers. Valid, mettons, valid length.
Donc, je teste les longueurs valides. Hein. Toutes les longueurs que j'ai mis, là, mes 3 catégories, c'est juste pour les valides. Ensuite, je pourrais faire d'autres tests pour les invalides. OK. Ça va être quoi ma batterie de test? Donc, ma batterie de test, j'ai dit, ici, j'aurais besoin de... Puis ici, bon, cette values-là, il ne servait à rien, on s'entend. Je veux tester où j'en demande 1, où j'en demande 2, puis où j'en demande plus grand que 2, on va dire 5. Ça, ce serait les 3 valeurs que j'essaierais. À quoi je m'attends en retour? Si j'en demande 1, je m'attends à avoir ici 0. Si j'en demande 2, je m'attends à avoir 0, 1. Et si j'en demande 5, je m'attends à avoir 1, 2, 3, 4, 5. Je m'attends à avoir ça. Donc ça, vous remarquez que je me fais une liste de ce que je vais passer en paramètres, puis une liste de ce que je m'attends que ça sorte. OK. Puis ensuite, je vais bâtir, je vais exécuter ma fonction, puis je vais voir si ça donne ce qu'il faut. Donc, mon output, qu'est-ce que ça devrait me donner? C'est ce code-là, c'est le code qui me permet de générer une suite de Fibonacci avec un nombre en particulier. Fait qu'ici, on va l'appeler V. Puis ça, je dois le faire pour chacune des valeurs que j'ai là. Donc ça, j'ai chacun des éléments de ma liste d'output, ça va être la liste qui est sortie. Puis ultimement, ça doit être égal à ce que je m'attends. Je génère ma liste, puis je génère une suite de Fibonacci pour chacune des valeurs qu'il y a dans values. Fait que je vais dire, mettons, pour V in values, pour garder ça simple. Puis ensuite, je regarde, est-ce que la liste output est égale à la liste expected, tout simplement. OK. Mais là, l'affaire, c'est, mettons que j'en demande 0. Qu'est-ce qui devrait arriver si j'en demande 0? Ici, 0. Il ne devrait rien se passer. Mettons que j'en ai 0. Je fais OK pour ça. Donc, pour I et L dans ça, est-ce que 0 est plus grand ou égal à 0? Oui, break. Donc, je sors de cette boucle-là sans que j'aie fait de yield. Puis ensuite, je rentre dans cette boucle-là. Mais bien sûr, ça va faire une boucle avec 0 itération. Donc, je ne vais même pas rentrer dans ce code-là. Donc, je vais faire aucun yield. Qu'est-ce qui arrive si une fonction fait aucun yield? Alors, elle ne retourne rien. Donc, si j'essaye de faire une itération for, mettons, Fibo in Fibonacci number 0, ça va faire une boucle qui ne fait rien. Donc, si ça fait une boucle qui ne fait rien, puis je mets ça ensuite, dans une compréhension de liste comme ça, ça devrait me faire une liste vide. Donc, on va rajouter ça ici. C'est parfaitement valide de demander 0. C'est juste que ça devrait me donner une liste vide. Maintenant, est-ce que ça va me donner une liste vide? Ah, mais c'est ça que les tests vont vérifier. OK. Fait que là, ici, j'ai ma catégorie, j'ai mes 4 catégories. Donc 0, 1, 2, plus grand que 2. On va tester ça. Fait que si je exécute test.py, ça me dit OK. Donc, en effet, puis si on regarde en fait exactement qu'est-ce qui se passe, on voit que le test isGenerator a passé et le test validLength a passé. Si je faisais ici, j'introduisais une erreur, donc mettons, je vais introduire une erreur, mais qui va juste apparaître dans les 2 catégories qu'il y a ici. On voit, isGenerator a passé, bien sûr, c'est toujours un générateur, mais ça échoue, puis ça échoue dans quel cas? Ça échoue dans le cas de l'élément 0 qui est différent. Donc ici, bon, là, ici, il me dit c'est quoi que j'ai retourné, puis c'est quoi que ça devrait obtenir. Fait que ça, c'est ce que j'ai retourné, puis ça, c'est ce qu'il devrait obtenir. Fait qu'on voit que j'ai retourné dans
le cas 0, j'ai retourné 0,1. Dans le cas 1, j'ai retourné 0,1. Tu sais, on comprend qu'ici, j'ai retourné toujours les deux premiers éléments qui sont différents de ceux-là. Mais ensuite, l'élément, la classe plus grande que 2, celle-là a fonctionné. Fait que vous pouvez voir que si on veut faire nos tests par catégorie, ça peut être pertinent d'écrire une fonction différente pour chacune, juste pour savoir exactement c'est quel test qui passe et qui ne passe pas, tandis que là, dans ce cas-ci, il faut que j'aille regarder exactement qu'est-ce qui s'est passé. Fait que mes catégories ici, j'aurais pu leur donner des noms, puis faire une fonction pour chacune d'entre elles. Fait que ça, c'est une façon de faire. Quand vous savez ce qui rentre, puis vous savez ce qui doit sortir. Donc, est-ce que tu sais pourquoi quand on roule nos tests, on n'a pas le détail des erreurs, seulement la ligne run 3 tests in? Oups, ici. Ah oui, en passant vos tests, exécutez-les pas en débogage parce que ça lance une exception, puis l'exception va être attrapée par le débogueur. Si vos tests fonctionnent, ce détail-là ne devrait pas s'afficher, donc vous devriez juste avoir les OK qui apparaissent ici, puis ensuite le run 3 test. Ensuite, si ça ne s'exécute pas, peut-être que vous n'avez pas ici mis les bonnes options. Fait que vous voyez ici dans Test Runner, j'ai seté la verbosité. Donc la verbosité, c'est la quantité de détails qu'il va vous donner. Jouez avec ça. Donc on l'a mis à 2 parce que 2 me semble c'est celui qui est le plus utile. Fait que ouais, jouer avec la verbosité. Fait que réutilisez le code que j'ai mis là, puis essayez avec la verbosité. Oui, vous devez mettre ça dans le main, en effet. Fait que je sais pas si vous avez... Je sais pas si c'était utile ce que je viens de dire à propos des catégories partition, là, autrement dit de partitionner les classes de valeurs en plusieurs classes ou en plusieurs catégories. Vous n'êtes pas obligé d'être très précis sur la terminologie, là, parce que moi-même, c'est loin dans ma tête. Puis faire des tests séparés pour chacune des classes de valeurs. Donc, les valeurs au sein d'une même classe, vous avez juste besoin d'en tester une ou deux, parce que vous assumez qu'au sein d'une même classe de valeurs, peu importe laquelle vous prenez, ça va avoir le même comportement. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai dit 0, c'est une chose, 1, c'est une chose, 2, c'est une autre chose. On aurait pu dire 0, 1, 2, ça fait partie d'une certaine classe, mais j'ai décidé de les séparer ici. Fait que je ne sais pas si ça vous a aidé. Ensuite, ça c'était simple. Ça, c'est dans le cas où on veut tester quelque chose qui prend une donnée en entrée et qui sort des données en sortie. Une autre façon, puis là, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, c'est si vous voulez tester votre logique, vous pouvez y aller avec des tests de machine à état. Donc, supposez que votre fonction, elle a des états, ou plutôt, ça risque d'être un objet, en fait, qui va avoir un état. Puis vous savez, si vous lui passez telle donnée, vous faites telle action, il va changer dans un autre état. Puis quand vous faites une autre action, il va changer dans un autre état. Autrement dit, si vous voyez que le truc que vous essayez de tester peut être représenté comme une machine à état, qui est quelque chose que je crois que vous avez vu en INF 1500, corrigez-moi dans le chat si je me trompe, mais je sais pas mal sûr que vous voyez les machines à état en 1500. Vous pouvez traiter votre fonction ou votre truc, votre classe, comme une machine à état. Faites l'arbre de tout le graphe de tous les états possibles. Puis encore là, vous devez savoir est-ce que c'est une machine de Mealy ou une machine de Morse. Autrement dit, est-ce que le changement d'état dépend seulement de l'état d'où il vient ou ça dépend aussi de ce qui a été passé puis de l'action qui a été faite? Dresser un arbre de tous les changements d'état possibles. Donc encore là, faire ça sous la forme d'un arbre, ça aide. Puis, ultimement, vous allez voir que si vous êtes capable de le représenter comme une machine à état, ça va vraiment bien structurer vos tests pour savoir si je fais telle action à tel moment, est-ce qu'il rentre dans le bon état? Puis ensuite, une fois qu'il est dans cet état-là, est-ce qu'il rentre dans le bon état si je fais telle action? Vous comprenez le principe. Je ne vous dis pas exactement comment le faire parce que, encore là, je ne veux pas vous donner un cours de test, mais juste sachez qu'il y a moyen de traiter vos fonctions comme des machines à état et de les tester de cette façon-là. Puis c'est pas mal ça que j'ai à dire pour aujourd'hui. Comme je vous dis, c'est pas tout ce qu'il y a à savoir sur les tests, mais juste si vous avez compris ce que je viens de dire,
ça va vous permettre de faire des tests qui ont déjà pas mal plus d'allure. D'ailleurs, le cours de méthode de test, me semble que vous l'avez en 2e ou en 3e année. J'espère pour vous qu'il va être mieux monté quand vous allez le prendre que quand moi je l'ai pris. Je dois vous avouer que ça n'a vraiment pas été mon cours préféré, même si c'est un cours qui est très utile. Bref, je vous souhaite que ça aille mieux pour vous que pour moi. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais faire le petit commit. C'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est quoi que j'ai commit là-dedans? Je peux même commit ça. Je peux même commit ça. Puis en fait, je vais aller bouger les commentaires. Ici. Alors, vous savez quoi? On a du temps. Là. Je peux même prendre 5 minutes pour faire des tests de invalide. Là. Ça. Mettons invalide. Fait que ce serait quoi les catégories invalides? Parce que là, ici, demander 0 à... Tu sais, demander un nombre naturel, c'était parfaitement légitime comme entrée à notre fonction. Mais il y a des ranges de données qui sont invalides. C'est là que ça peut devenir un peu plus nébuleux, parce que généralement, vous savez comment votre fonction doit se comporter dans les cas corrects. Ça peut être un peu plus difficile de savoir comment doit se comporter dans les cas invalides, puis ça implique de rajouter du code dans votre fonction pour traiter justement les cas. Fait que mettons les valeurs invalides, bon, dans notre cas, on est chanceux, il n'y en a pas énormément, c'est est-ce que la valeur est plus petite que 0? Puis étant donné qu'on est en Python, il y a toujours est-ce que la valeur n'est pas un int? Fait que mettons pas un int. Fait que ça, ce serait, mettons, on va s'en tenir à ça. C'est pas un int, puis c'est un int, mais il est plus petit que 0. Ça, on va dire que c'est nos deux catégories invalides. Fait que ici, je vais aller dans mon test. Je vais me faire une autre fonction qui va avoir la même structure. Comme ça. Puis là, ici, je vais tester invalidLength. Même affaire. Ici, je vais me faire un paquet de valeurs en entrée. Fait que ce serait quoi mes catégories? J'ai dit si c'est pas un int, puis j'ai dit si c'est plus petit que 0. Si je demande moins 1 ou si je demande moins 42, est-ce que ça change quelque chose? Non. C'est la même catégorie, c'est la même classe, ça a le même comportement. Maintenant, à quoi je m'attends? Ça, c'est une autre affaire. Donc ici, à test, mettons, n'est pas un int. Il y a plusieurs choses que je pourrais tester dans ce cas-là. Mais disons que soit ce serait une string ou ce serait un none. Fait que ici, je vais me rajouter une autre classe parce que typiquement, on va dire que none, c'est un cas à part entière qui est différent de juste une valeur qui n'est pas bonne. Fait que ici, je vais mettre, mettons, une string, un none et un nombre négatif. Là, l'affaire, c'est que je ne peux pas me mettre des valeurs en sortie parce que je suis dans un état invalide. Fait que là, il faut que je décide ma fonction, comment est supposée de se comporter quand je lui passe quelque chose d'invalide. Est-ce qu'elle est supposée de lancer une exception ou est-ce supposée de juste retourner une liste vide? Ça aurait plus de sens que ça que ça lance une exception parce que si je passe une string à un truc qui doit me retourner une suite de Fibonacci, puis ça me retourne une liste vide, c'est comme si c'était valide d'y passer une string en premier lieu, ce qui n'est clairement pas le cas. Donc ici, je vais plutôt que de mettre un expected values, plutôt que d'être des valeurs, je vais mettre que c'est une liste
de type d'exception auquel je m'attends. Fait que mettons un value error comme ça pour le pas un int. Là, il faudrait que je fasse la décision. Est-ce que je veux que ce qu'on passe en paramètre, ce soit quelque chose qui est convertible à un int, ou est-ce que ça doit être un int? On ne sait pas trop selon le contexte. Moi, je vais prendre la décision aujourd'hui. Je veux que quand on passe un nombre, une longueur à ma suite de Fibonacci, il faut que ce soit un int spécifiquement. Donc, si j'ai une conversion à faire, je dois la faire dans l'appel de la fonction et non pas la fonction elle-même qui fait la conversion. Fait que si je vais mettre un type error, si je renvoie quelque chose qui n'est pas un int, si j'envoie quelque chose qui est un none, je m'attendrai à un value error, autrement dit, ou plutôt un... Attends, j'ai-tu un... On va aller regarder. Python built-in exceptions. Exceptions. C'est quoi la liste qu'on nous donne? Je pense qu'il n'y en a pas une qui est là pour dire que... Non. OK. Fait qu'on va mettre un value error. Puis pour l'autre, ben, on va mettre un value error aussi. Puis là, mon output, ben là, plutôt que de bâtir ma liste comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une boucle. En fait, je vais réutiliser cette magnifique boucle-là. For v in values. Self point. Puis là, je vais faire assert raises. Puis on va regarder comment on se sert de assert raises. Comme ça. Donc, je lui passe l'exception à laquelle je m'attends, la fonction que je veux appeler, les paramètres que je veux passer à la fonction, dans le bon ordre. Donc, assert raises ici. Donc, for v, puis là, on va appeler ça, mettons, v et e in zip. Fait qu'on va zipper nos valeurs. On va l'appeler expected except ici. Donc, mon E. La fonction que je vais appeler, c'est Fibonacci Numbers. En fait, ici, je vais me faire une petite fonction qui génère la liste. Donc, def. Ou en fait, je peux la mettre directement dans une lambda. Lambda L. Ah non, c'est vrai, une lambda, ça ne s'utilise pas super bien avec des générateurs. On va générer la liste directement à l'intérieur. Oink. Oink. On va appeler L ici. Puis mon argument, ben, ça va être ma valeur V. Comme ça. Alright. Donc là, pour chacune des valeurs que j'ai ici, puis là ici, il faudrait que je leur mette les bonnes valeurs. Donc j'avais dit pas un int, un none et quelque chose qui est inférieur à 0. Donc pour hello, je m'attends à un type error. Pour none, je m'attends à un value. Pour moins 42, je m'attends à un value. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Pas tout à fait. Fait qu'ici, c'est pas ça que je m'attends. Donc, code to test ici. If
is instance length int. Comme ça. If length is none or length plus petit que 0, raise value error. Puis ensuite, je vais dans mes tests. Puis faire une lambda, c'était peut-être pas la chose la plus brillante, mais... Oh yeah, je me suis mal servi de assert raises, en effet. Non, 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 non. Tout, tout. Ah, ok, faudrait que je mette les... Ah, ah. Def. Ah, on va le faire dans une fonction, ça va aller mieux. Ok, je pense que j'ai mal compris comment me servir de assert raises parce que je dois vous avouer que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Je vais updater le code tout à l'heure, rip assert raises, je pense que je m'en sers mal. Je vais l'updater puis je vais le mettre sur GitHub. Donc vous allez voir l'update plus tard aujourd'hui. Alright. Ou en fait, vous pourriez le faire à la main aussi, là, puis mettre un try except, puis voir si ça fait la bonne chose. OK. C'est pas mal ça pour le chapitre 9. Ce à quoi je m'attends de vous par rapport à ce qu'on a vu cette semaine, sachez comment faire de la documentation, que ce soit dans un format ou dans un autre. Là. Le format qu'on a utilisé aujourd'hui, c'était le format Sphinx, qui est tout à fait valide. Là. Je pense que c'est celui que les gens utilisent le plus par les temps qui courent. Suivez ce qu'on vous dit de faire. Donc, si dans le TD, on vous dit de mettre des docstrings dans un certain format, faites-le. Apprenez-le, regardez sur Internet, vous allez le trouver. Ensuite, pour ce qui est du parseur d'arguments, je vous dirais expérimentez un peu avec. Vous n'êtes pas obligé de genre l'étudier pendant des heures, mais faites juste comme un exemple comme ça. Écrivez-vous un petit programme niaiseux qui affiche dans la console, mettons, le double d'un truc qui est passé en paramètres, juste pour vous habituer à gosser avec ça, pour pas que si on vous demande d'en faire, probablement pas dans un examen, mais plutôt dans un TD ou dans le projet, que ça vous soit pas trop étrange. Puis ensuite, pour les tests unitaires, ben, encore là, je ne m'attends pas à ce que vous soyez des experts là-dedans, mais commencez à écrire vos tests. Fait que le projet 3, écrivez vos tests. En fait, on vous demande de le faire, là. Faites-le. Puis vous pouvez utiliser le truc que je vous ai donné aujourd'hui à propos de la machine à état ou à propos des catégories de valeurs. Ça peut vous aider. Ou vous pouvez juste y aller avec votre feeling de
me semble que ça doit faire ça dans ce cas-là, puis je vais essayer une coupe de cas. À votre niveau, c'est bien correct, mais éventuellement, vous allez devoir être capable de justifier si vos tests sont bons, puis c'est quoi le range de cas que votre test vérifie. Fait que c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, je ne sais pas si vous êtes encore là. Je suis peut-être. Le cours était peut-être tellement plate aujourd'hui que je vous ai tous perdus, ça fait très longtemps. Et que je m'adresse au néant depuis genre 20 minutes. Tout seul. Triste. Nous sommes tous seuls par les temps qui courent. Non, c'est pas vrai, vous avez des cours en présentiel. Ah ouais, la méthode setup. On va voir ça quand on va faire les. Peut-être pour projet 3, probablement pas, parce que. Écoutez, pour les setup teardown, c'est essentiellement est-ce qu'il y a du code que vous avez toujours besoin d'exécuter avant d'exécuter chacune de vos fonctions de test? Si oui, alors ça peut être pertinent de la mettre dans un setup. Genre, si vous vous retrouvez à toujours copier-coller une coupe de lignes au début de chaque fonction de test, qui ne sont pas tout simplement setter les valeurs, mais mettons que vous devez copier-coller exactement des lignes de test à chaque fois, c'est probablement parce que vous devez le mettre dans un setup. Regardez sur Internet c'est quoi que ça veut dire. Si vous avez besoin de le faire, vous allez le trouver quand même assez facilement. Mais comme je vous dis, je ne peux pas vous donner un cours de test parce que maintenant, on passerait 3 crédits là-dessus. Vous allez le faire éventuellement. OK, pas l'air d'avoir la question. Alright. Merci d'avoir été là aujourd'hui, même si je sais que c'était plate cette semaine. On va se revoir la semaine prochaine où on va travailler avec les librairies. Donc, je ne sais pas exactement comment on va faire ça, mais je sais que je vais vous montrer NumPy et SciPy, juste parce que c'est les plus courantes. Probablement faire un exemple avec Matplotlib, quoique remarquez que sur Moodle, on vous a déjà mis une coupe d'exemples, puis ultimement, comme c'est des librairies, c'est juste de lire la documentation, faire des tutoriels sur Internet, comprendre comment ça se passe. C'est pas tant que des concepts de programmation. Fait que c'est pour ça que je ne vais pas passer énormément de temps à vous dire exactement comment fonctionne NumPy. Je vais plutôt faire des exemples où j'ai besoin de résoudre un problème. Je trouve une librairie qui résout le problème et je le fais. Donc, je vais essayer d'utiliser NumPy, SciPy parce qu'ils sont très courantes, Matplotlib parce que c'est courant. Et probablement que dans la deuxième partie de la semaine, on va utiliser des trucs multimédia. Donc, on avait déjà utilisé Mido, on avait utilisé Inputs. Je vais essayer d'utiliser Pio pour essayer de faire du son, puis on va voir ce qu'on est capable de faire avec tout ça. Donc, jusque-là, merci à tous, merci de m'endurer. Mettez un commentaire, mettez un like, subscribe. Non, roll the outro.